qui est le premier thème, le premier axe stratégique du plan stratégique. Et puis je vais appeler également Luc Lapen, Dominique Alvarez et Marie-Claire Dissler. Il y a trois thèmes dans cet axe stratégique. Et puis je vais appeler mes deux témoins, mes deux co-animateurs, Florence Rousse et Gérard Lehoux. Voilà, installez-vous ici. Alors, Daniel Bénadon, j'imagine que ce matin, en écoutant tout ce qui a été dit, en regardant le film, etc., vous vous êtes dit, bon, je suis dans un thème qu'on trouve partout. Hein. Donc, et important, lui-même très transversal par rapport à tous les autres. Bon, alors ce thème, vous allez nous en démontrer le caractère stratégique dans votre présentation, puis après on regardera les trois sous-thèmes des trois équipes. Voilà, je vous laisse la parole sur l'Europe. Merci. Il me revient donc de présenter cet axe stratégique de l'Europe. Et d'emblée, je préciserai de quelle Europe il s'agit. Il s'agit clairement non pas de l'Europe au sens géographique du terme, du continent européen, mais de l'Europe des coopérations fortes et en tout premier lieu de l'Europe communautaire, de l'Union européenne. Et je dirais que c'est bien pour cela que je suis chargée d'introduire ce thème, puisque la direction des transports aériens commence à bien connaître l'Europe communautaire. Cela fait près de 15 ans que le processus de communautarisation a été engagé dans le transport aérien. Cela fait maintenant presque 6 ans que ce que l'on appelle le troisième paquet de libéralisation du transport aérien, qui a créé le grand marché intérieur du transport aérien, est en vigueur. Donc, en matière d'Europe, la direction des transports aériens est certainement pionnière. Certes, les autres services et directions de la Direction générale de l'aviation civile ont une pratique constante, quotidienne, de l'action internationale et de la coopération européenne en particulier. Ceci se fait notamment dans l'enceinte de la Conférence européenne de l'aviation civile, la CEAC, dans le cadre des JA, dans le cadre d'Eurocontrol, dans le cadre particulier pour la DPAC de la supervision des coopérations entre industriels de l'aéronautique. Mais enfin, s'agissant de l'Union européenne, je crois qu'on peut dire clairement que l'emprise de l'Europe est moins forte dans les autres domaines de l'aviation civile qu'elle ne l'est dans le secteur du transport aérien. De manière un peu simpliste, certainement, j'aurais tendance à dire que pour la navigation aérienne, l'Europe, ce sont des études, des livres verts, des livres blancs, des projets. Pour le SFACT également, il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés, mais il y a aussi beaucoup de textes qui sont en devenir, en projet, que l'Europe d'ailleurs n'arrive pas à prendre. Je pense en particulier au projet de réglementation sur le temps de travail des personnels navigants. Donc les choses sont très fortes pour le transport aérien, elles le sont un peu moins pour les autres secteurs de la maison. Mais tout cela change très vite. Cette Europe communautaire, eh bien, elle devient une perspective très forte, très tangible pour l'ensemble des services et directions de la DGAC. L'ensemble de la maison est concerné, par exemple, par le récent projet de livre blanc de la Commission sur la tarification des infrastructures de transport. L'ensemble de la maison est concerné par les différents projets de texte sur l'environnement qui nous viennent de Bruxelles. Et puis, je pourrais citer également le service des bases aériennes qui est confronté à un projet de directive important sur les redevances aéroportuaires. Le SFACT, avec la perspective de création d'une autorité européenne de la sécurité aéronautique sous l'égide de la communauté. La navigation aérienne, bien sûr, avec l'adhésion de la communauté
à un Eurocontrol qui est par ailleurs en cours de rénovation. Il est donc clair que l'Europe de l'aviation civile est en pleine effervescence. D'une part, il y a la création de ces organismes nouveaux, ou la réactivation d'organismes anciens comme Eurocontrol, et d'autre part, il y a cette implication nouvelle de la communauté européenne dans un certain nombre de domaines de l'aviation civile qui, jusqu'à présent, étaient peu ou pas du tout concernés. Cela signifie que nous sommes à un tournant. D'une part parce que la France, de ce fait, va perdre une partie de sa souveraineté dans certains domaines. Le pouvoir de décision sera moins qu'il ne l'est aujourd'hui à Paris. Et d'autre part parce que, je dirais, nous changeons d'Europe. Il faut bien prendre conscience de ce que l'Union européenne, ce n'est pas la CEAC. L'Union européenne, c'est une construction globale, politique et juridique. C'est un processus de décision à la majorité, rarement à l'unanimité, je dirais même très rarement à l'unanimité. C'est une Commission européenne qui a le pouvoir d'initiative, comme l'on dit, qui a également le pouvoir de vérifier l'application des textes. La Commission est gardienne des traités, selon la formule consacrée. L'Union européenne, c'est un Parlement européen et ce sont aussi des institutions juridictionnelles. Pour faire court, l'Europe, ce n'est pas simple. Et la direction des transports aériens en a fait l'expérience assez fréquemment au cours de ces dernières années. Cela implique, je le disais tout à l'heure, une certaine perte de souveraineté. Cela implique de négocier, de trouver des appuis ici ou là pour aboutir à des compromis qui ne sont pas toujours satisfaisants. Et je pourrais rappeler ce que tout le monde sait, c'est que l'Europe du transport aérien s'est forgée selon un modèle qui n'était pas tout à fait le modèle français au départ, ce qui a conduit à bien des soubresauts, aussi bien dans certaines compagnies aériennes qu'à des heurts frontaux entre la France, les autorités françaises et la Commission européenne. Alors, dans cette Europe qui se renforce, dans ces nouveaux centres de décision qui sont en train de se créer ou qui vont se créer, il nous faut essayer d'être moteurs. Il nous faut essayer de susciter, de suggérer les évolutions, faute de quoi nous aurons à les subir, ces évolutions. Ceci implique donc d'être présent à tout niveau pour essayer d'orienter les textes, d'orienter leur application, et cela suppose de placer dans les instances européennes, au bon niveau, à tout niveau d'ailleurs, certainement, des hommes et des femmes, de faire, en d'autres termes, à la fois du lobbying et d'avoir une présence forte dans ces organismes. Voilà, tout ceci est sans doute plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, je crois que c'est une belle ambition pour la DGAC et c'est une tâche qu'il nous revient de remplir. Merci. D'accord. En tout cas, ça rejoint les deux premiers mots d'intitulé des deux premiers thèmes, puisque à chaque fois, il s'agit de jouer pleinement quelque chose. Hein. C'est donc bien d'être présent et justement d'avoir une attitude active et pas passive par rapport aux enjeux européens. Alors, premier thème, donc, c'est jouer pleinement. Alors, jouer pleinement notre rôle au sein de l'EASA. C'est présenté par Luc Lapen, qui est l'adjoint de Florence Rousse à la mission des relations multilatérales. Il s'agit en fait d'examiner les conditions de la réussite, de la reconnaissance de la DGAC, en réalité, au sein de l'EASA. C'est ça, Luc Lapen, hein? Oui, tout à fait, merci. Donc, l'EASA, c'est l'Autorité européenne de sécurité de l'aviation. C'est une future organisation internationale chargée de promouvoir un très haut niveau de sécurité en Europe. Ce matin, dans le film qui était présenté, un intervenant d'Air France rappelait que la sécurité était la première attente du passager. Alors, donc cette organisation internationale est à créer. Promouvoir un haut niveau de sécurité, ça veut dire tout d'abord élaborer, c'est-à-dire formuler les réglementations en termes de sécurité de l'aviation, ensuite les approuver une fois qu'on les a élaborées, et ensuite assurer leur application uniforme.
Et j'ai noté également dans le film ce matin qu'à plusieurs reprises, les intervenants ont souligné l'importance d'une application uniforme des règles au niveau européen. Alors, donc, la cheville ouvrière de ce travail important et fort complexe a été confiée à la Commission européenne, mais en étroite coordination et consultation avec les États membres, de telle sorte que les États membres seront présents à la plupart des réunions et seront étroitement impliqués dans tout le processus de construction de cette organisation. Ainsi, la DGAC, compte tenu du poids de l'industrie aéronautique française, se devra d'avoir un rôle tout à fait moteur dans tout d'abord la construction de cette organisation. Alors, il n'est pas facile aujourd'hui de prédire exactement ce que sera le HASA. On est vraiment au tout début du processus de construction. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra suivre de près les négociations. Il y aura tout un tas de questions qui vont surgir à tout moment du processus de construction. Et il faudra pouvoir élaborer, parfois rapidement, des positions par rapport à ces questions. Il faudra pouvoir informer convenablement les différents niveaux hiérarchiques. Il faudra que les niveaux hiérarchiques puissent jouer pleinement leur rôle pour la définition de ces positions. Il faudra également essayer de voir quelles sont les positions des autres pays, éventuellement faire du lobbying. On sait que c'est très important dans les organisations internationales. Donc, bref, il faut se préparer à cette construction. Et donc, ce qui est attendu du groupe par rapport à ça, c'est de faire des propositions en termes de méthodologie. Comment arriver à définir convenablement ces positions coordonnées, comment impliquer les différents niveaux, bien souvent le niveau politique, puisque beaucoup de points concernant cette organisation sont des axes stratégiques qui nécessitent donc des directives politiques. Donc aujourd'hui, on considère qu'effectivement, il y a besoin de renforcer, de se préparer à ce travail de construction. Il ne s'agit pas de construire une machine technique, mais il s'agit de construire une organisation, donc une machine administrative, et c'est également très complexe. D'accord. Daniel Bénadon, c'est interdit d'échouer sur ce sujet-là, j'imagine. Absolument. C'est clair. Non, mais il faut le dire, quoi. On fait des propositions, etc., mais vous n'avez pas le droit d'échouer sur ce sujet. D'accord. Oui, vous voulez continuer? Oui, donc ça c'est le premier thème, c'est la construction. Ensuite, le deuxième thème, le deuxième objectif, je devrais dire, c'est la participation donc, à l'organisation lorsqu'elle sera créée. Donc là, c'est un peu la même problématique finalement. Il faudra veiller en particulier au suivi des groupes de travail. On sait que dans ce type d'organisation, il y a énormément de groupes de travail. Il est parfois difficile de les suivre et donc il faudra porter une attention particulière à cet aspect. Et en toile de fond, pour pouvoir remplir ces deux objectifs, ce sera d'autant plus facile que la France sera reconnue et continuera d'être pleinement reconnue en termes d'autorité nationale. Et donc, bien, ça permettra, lorsqu'on examinera ce point, je pense donc de répondre à une des questions qui avait été posée ce matin concernant la navigabilité. Bon, ce sera un des nombreux thèmes qu'il faudra regarder au niveau de l'existant et de l'autorité nationale. Voilà, donc et en conclusion, encore une fois, donc, il s'agit de faire des propositions d'ordre méthodologique, non pas concernant les axes stratégiques proprement dit, les options stratégiques. D'accord. Mais la méthodologie gagnante, hein? Naturellement. Voilà, si possible. Alors, Dominique Alvarez, là aussi, un autre thème, jouer pleinement notre rôle. Alors là, c'est jouer pleinement notre rôle au sein d'Eurocontrol. Alors là, c'est pareil. Hein, je crois qu'il y a une nouvelle convention qui est en train d'être ratifiée et il y a un enjeu proche de celui qui vient d'être examiné.
Dans ce domaine-là, les choses sont plus avancées, si je puis dire, parce que depuis plusieurs années, les utilisateurs de l'espace aérien principalement ont fait une forte pression, y compris au Parlement européen et à la Commission, et dans toutes les instances, dont Eurocontrol, sous le prétexte, plus ou moins juste d'ailleurs dans certains cas, que le service était mauvais et qu'ils le payaient très cher. Et donc, ces dernières années, il y a eu plusieurs réflexions sur le plan institutionnel qui ont abouti, en fait, en 97 pour la plupart, avec, en février, l'adoption par les ministres de la CEAC d'une stratégie pour les années 2000 et au-delà qui définit les grandes orientations et qui fixait la Convention Eurocontrol comme étant l'outil juridique de cette stratégie. Il y a eu ensuite, en juin 1997, pas tout à fait les mêmes, mais presque, la signature par les ministres des pays adhérents à la Convention Eurocontrol actuelle d'un protocole qui permettait de mettre en œuvre une convention révisée dès que celle-ci serait ratifiée. Et puis, dernièrement, donc en juin 1998, la Commission européenne s'est vue confier un mandat par les États membres en vue d'une négociation pour l'adhésion de la communauté à Eurocontrol. Donc tous ces éléments font que le contexte a considérablement changé. En particulier, la convention révisée apporte des changements importants, d'abord en termes de structure, puisque le pouvoir politique n'intervient plus qu'au niveau du Conseil et non plus dans la gestion directe de l'agence, alors que jusque-là, l'agence était co-gérée par un directeur général et les États membres. Au niveau des procédures, étant donné que le directeur général maintenant devient responsable, dans la plupart des cas, de la fourniture des propositions au Conseil, ces propositions faisant intervenir pour une bonne part les services de l'agence et les experts nationaux, civils et militaires, et d'autre part par l'introduction de mécanismes nouveaux importants qui n'existaient pas jusqu'ici, un mécanisme de contrôle des performances qui s'intéressera à tous les aspects, en particulier des aspects économiques, la fourniture économique des services de contrôle, et une commission sécurité. Donc voilà le contexte dans lequel maintenant les services de la DGAC vont être amenés à travailler dans le monde Eurocontrol. Donc le groupe va essentiellement se polariser sur un état de l'existant dans un premier stade, et étant donné qu'un grand nombre d'experts participent à des travaux qui sont menés soit dans le cadre ICHIP de la CEAC, soit dans le cadre strict d'Eurocontrol. Et il va falloir se positionner vis-à-vis de cette nouvelle structure de travail et de ces nouvelles procédures, et en particulier dans des domaines comme la recherche et développement, dans le domaine des projets communs, puisque la nouvelle convention fait aussi une grande part aux projets menés en commun entre les États et sous la direction de l'agence. Alors, par ailleurs, l'adhésion de la communauté, qui n'est pas encore établie, va, si elle est véritablement acceptée, conduira à donner un renforcement dans le domaine de l'application des décisions. Parce que jusqu'ici, les décisions étaient essentiellement basées sur le consensus, et c'est ce que les compagnies aériennes utilisatrices reprochaient à la structure Eurocontrol. La nouvelle convention introduit des mécanismes de prise de décision basés dans la plupart des cas sur une double majorité qualifiée. Aux trois quarts,
mais ça veut dire que certains États peuvent être mis en minorité. La France pourrait très bien être mise en minorité sur certaines décisions, parce que, compte tenu des voix qu'elle représente, elle n'est pas suffisante pour elle-même introduire un blocage. Et l'adhésion de la communauté, par les mécanismes juridiques qu'elle permet, rendra très difficile d'échapper à l'application d'une décision qui sera prise. Donc voilà l'essentiel des travaux du groupe. Devront fournir des propositions vis-à-vis de ces problèmes-là. D'accord. Alors, troisième thème, dernier thème de l'axe stratégique Europe. Alors, c'est Marie-Claire Dissler qui s'occupe des systèmes communs au STNA. Alors, l'intitulé, c'est « Améliorer les conditions d'accès des compagnies aériennes aux aéroports ». Bon, ça touche toute la problématique des aéroports saturés, puis des autorisations de tout ce qui est coordination des horaires, etc. Alors, je crois que vous avez comme objectif dans votre groupe d'essayer de faire en sorte de trouver des idées pour retarder ou mieux coordonner ou aménager ces problèmes de coordination des horaires. Oui, alors donc notre objectif est de réfléchir aux moyens d'améliorer les conditions d'accès des compagnies aériennes aux aéroports. C'est un enjeu fondamental puisqu'on se retrouve actuellement dans une situation où juridiquement le marché est libre, au moins pour les compagnies communautaires, et où en pratique, les compagnies ne peuvent pas exploiter n'importe quelle liaison. Alors la coordination des horaires est une solution pour résoudre ce problème. Au niveau européen, elle est réglementée par un règlement relatif aux créneaux horaires. Ce règlement est en cours de révision et la première tâche de notre groupe de travail sera de faire le point sur la dernière proposition de la Commission. Et je pense que nos travaux pourront aider l'ADTA ou plus largement la DGAC pour définir sa position auprès des instances communautaires. Alors, la coordination des horaires s'est mise en place sur les aéroports parisiens, Roissy et Orly. Il n'empêche que des problèmes d'encombrement des aéroports se posent aussi en province. On en a parlé ce matin avec les problèmes d'environnement, bruit, pollution de l'air. D'autres problèmes peuvent être liés aux stratégies des compagnies aériennes. Ce matin, dans le film, on parlait de ces 4 avions de 100 places au lieu d'un avion de 400 places. On parlait aussi des hubs, des plateformes de correspondance qui, inévitablement, conduisent à la saturation des aéroports, au moins pendant certaines plages horaires. Dans bien des cas, on se dit que finalement, ces problèmes étaient prévisibles. Alors, c'est toujours facile à dire après coup. On essaiera de voir, nous, dans notre groupe de travail, comment on peut anticiper l'apparition des problèmes de congestion. Peut-être qu'avec un petit peu plus de concertation, avec des systèmes de veille ou je ne sais quoi, on peut anticiper ces problèmes. Donc ce sera la deuxième tâche de notre groupe de travail. La troisième tâche concernera la gestion des pointes. Une fois qu'on se trouve dans une situation de saturation, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe au mieux? Alors, il y a la solution coordination des horaires, c'est lourd. Peut-être que temporairement, localement, on peut faire autre chose qui soit tout aussi efficace. Il faudra qu'on ait suffisamment d'imagination pour trouver des moyens techniques, réglementaires ou autres pour y faire face. Très bien, merci. On prend des questions dans la salle sur l'Europe? Oui, j'ai quelqu'un là-bas. Merci. Jean-Louis Pirat, le chef du CEDRE. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CEDRE, c'est le service qui s'occupe de l'informatique de gestion de la DGAC au sein du service des affaires financières. Sur le sujet de l'Europe, c'est un sujet qui me paraît primordial parce que c'est celui dans lequel la DGAC est vraiment une entreprise au service de ses clients, puisqu'elle est confrontée, je dirais, aux autres directions générales de l'aviation civile des autres États, et donc elle est en compétition pour améliorer son service. La question que je me pose, c'est quel est le service que rend la DGAC et à quel client? On peut se poser la question d'abord de la définition géographique de ces clients. S'agit-il des clients français? Est-ce que la DGAC rend un service essentiellement français ou est-ce qu'elle rend un service à l'ensemble des Européens? Donc c'est un positionnement par rapport à l'Europe. Et deuxièmement, quelle valeur doit-elle chercher? C'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte au transport aérien
dans ce domaine européen. Est-ce qu'elle doit essayer de privilégier la construction aéronautique, le service aux usagers, le service aux compagnies aériennes? Et en fonction de ces divers positionnements, je dis, le rôle des agents de la DGAC qui participent aux différents travaux européens peut changer, et leur position aussi. Donc j'aimerais savoir si ce thème de la valeur ajoutée de la DGAC dans le Conseil européen est traité. Oui, qui peut répondre? Florence Rousse peut-être, ou Daniel Bénadon? Non, non, mais vous... Son tour. Oui. Florence. Voilà. Ce sera Florence Rousse, donc chef de la mission des relations multilatérales à la DGAC. Oui. Non, pour répondre simplement, ce qui me vient à l'esprit, d'abord, c'est que je ne pense pas qu'on puisse donner une priorité en ce qui concerne nos clients, c'est-à-dire dire on donne une priorité aux compagnies aériennes ou on donne une priorité aux usagers. Je pense que tous ces sujets-là sont des priorités essentielles pour la DGAC. Donc, je pense qu'il faut se fixer des priorités à la DGAC, mais qui sont peut-être à l'intérieur de ces catégories. Mais on ne peut pas mettre une catégorie en priorité par rapport à une autre. Deuxièmement, en ce qui concerne la place qu'on doit prendre, disons, dans cette construction européenne, je pense que c'est tout à fait l'objet de cette série de groupes pris en fait dans les grands domaines qui sont à venir, en fait, les grands chantiers qui sont à venir et qui ont été identifiés. Le chantier de la navigation aérienne, le chantier de la sécurité au sens sécurité SFAC, mais qui va s'élargir également à la sécurité navigation aérienne, et le chantier des problèmes de congestion des aéroports, avec évidemment l'environnement qui est extrêmement présent dans toutes ces composantes, puisque qui dit congestion dit problème d'environnement et régler les problèmes d'environnement. Voilà, donc je pense que, en fait, là, on a identifié les principaux thèmes d'action dans lesquels on doit être présent. C'est ça, l'Europe sera traitée par ailleurs dans tous les autres thèmes de tous les autres groupes qu'on a vus, quand il y aura une dimension européenne dans le problème qu'ils auront examiné. C'est bien ça, hein, c'est bien ça. D'accord. Oui, sinon, c'est vrai que ça peut paraître court sur l'Europe, ces trois thèmes. Oui, Daniel Bénadon. Oui, si je puis me permettre d'ajouter un mot à la suite de Florence Rousse. La France est un grand pays constructeur aéronautique. C'est un grand marché intérieur. Nous sommes l'un des États les plus peuplés d'Europe. Nous sommes un acteur important du transport aérien. Donc je crois que c'est sur tous les domaines de l'aviation civile que nous devrons être présents en Europe. On aura du mal à faire des priorités entre ces secteurs-là. En revanche, comme l'a dit Florence, je crois qu'à l'intérieur de chaque secteur, de chaque sous-secteur, il y a des priorités sans doute à organiser. Mais je ne crois pas que la France puisse délaisser tel le transport aérien au profit de la construction aéronautique ou au détriment de la navigation aérienne. Oui. Merci. Oui, j'ai vu. Allez-y. Alain Delrieux, CENA. En fait, j'ai deux questions. La première, en ce qui concerne le titre même d'un des axes d'un groupe de travail concernant donc, la position de la DGAC au sein d'Eurocontrol, je pense qu'il faut interpréter au sein d'Eurocontrol dans son sens le plus large, c'est-à-dire que ce positionnement, c'est non seulement vis-à-vis d'Eurocontrol, mais c'est également vis-à-vis des commissions européennes. Alors évidemment, c'est un contexte qu'a rappelé M. Alvarez, c'est quelque chose d'assez complexe, mais nous avons certainement, en tant que DGAC, à nous positionner très fortement vis-à-vis de la Commission européenne, que ce soit dans le domaine de recherche et développement ou dans le domaine de l'exploitation. La deuxième question, là je vais peut-être être un peu plus être provocateur, est-ce que au sein de ces groupes de travail va être mis sur la table la question de notre statut d'administration? Pas plus tard qu'hier, la BBC a annoncé que le NATS va être privatisé à hauteur de 51%, c'est maintenant officiel. Et beaucoup de nos collègues, nos partenaires étrangers,
nous disent carrément que notre structure d'administration, avec toutes les lourdeurs, est en train de nous donner un handicap sérieux dans un contexte où la coopération se fait dans un contexte de plus en plus compétitif et les mécanismes anciens de délégation de tâches de recontrôle vis-à-vis des États n'existera plus et sera de plus en plus et sera remplacé par justement des appels d'offres à répondre sur une base compétitive. Alors, c'est ma question, est-ce qu'au sein de ce groupe de travail sera examiné également ce point particulier et l'adaptation de notre structure? Merci. Oui, comme Pierre Graff disait ce matin, non, je ne veux pas qu'on confonde le plan... Comme Pierre Graff disait ce matin, non, je ne veux pas qu'on confonde le plan stratégique avec des problèmes d'organisation. Sur cette question-là, il est gagnant. Quelqu'un veut répondre? Non? Bon, je pense que non. Ah, bon, oui, Monsieur Alvarez. Oui. Ah, vous voulez répondre? Bon, d'accord. Ou on la garde pour tout à l'heure à ce moment-là? Non, peut-être? Non, bah allez-y, Pierre Graff. Allez-y. Non, merci. Si c'est un dialogue, autant que ce soit un dialogue. Sinon, oui, tout à fait. Ça. Non, mais j'en ai pour exactement 10 secondes, hein, ne soyez pas trop inquiets. Effectivement, on n'est pas en train de réorganiser la DGAC. Donc je l'ai dit ce matin, donc la question en fait pourrait être évacuée comme ça. Je ne veux pas l'évacuer comme ça. Ce que je voudrais dire, et que M. Delrieux ne ressent peut-être pas, mais que je ressens très clairement, c'est que deux évidences. Grand 1, tous ces groupes de réflexion, toutes ces modifications institutionnelles qui se passent au niveau européen et autres sont effectivement extrêmement prégnants pour nous, mais nulle part ne se trouve la compétence de changer notre organisation. Soyons clairs, ça reste une prérogative nationale et on s'organise comme l'on veut. À ce stade, aucune de ces institutions n'a le pouvoir de nous imposer une autre organisation, premièrement. Deuxièmement, sur le fond maintenant, sur le fond, on ne va pas relancer le débat de l'agence et du NATS et de la DFS et de Suisse Control et tout ça. Ce que je peux vous dire quand même de mon expérience personnelle, c'est qu'aujourd'hui, et parlez-en autour de vous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de mes confrères, de mes homologues européens m'envient. Parce que l'exercice de la tutelle sur ces organisations que semi-privatisées, en cours de privatisation, enfin tout ça, ce sont des mots, ne va pas de soi. Et on est en train de s'apercevoir aujourd'hui, ne serait-ce qu'au sein d'Eurocontrol, qu'on ne sait plus très bien d'ailleurs comment les placer et qui parle au nom de qui et qui parle au nom de l'Allemagne, par exemple, s'agissant de la DFS et du DGAC. Donc, croyez-moi, je sais où je vais. C'est vraiment pas une piste qui est ouverte aujourd'hui. Oui, une autre question? Oui, Patrick Gandhi. Oui. Je voudrais, d'une part, poser une question, mais avant, avoir une réaction. Je trouve un peu dommage qu'on mette systématiquement en avant les soi-disant lourdeurs ou inadaptations de l'administration. L'administration a certainement un certain nombre de problèmes. Elle a aussi tout de même de multiples valeurs positives, des valeurs en termes de fonction personnelle et de fonctionnement de notre personnel. Le fait d'avoir des gens qu'on embauche à vie, certes, ça crée des lourdeurs. Ça crée aussi le fait qu'on a des agents qu'on forme en formation continue pendant toute leur carrière et on a en règle générale un niveau de qualité de notre personnel qu'on nous envie assez fréquemment. On a également un certain nombre de valeurs, de qualité d'un certain nombre d'actions. On a des valeurs d'indépendance démocratique et de sérieux qui méritent d'être analysées un peu plus avant quand on est comme nous, à la fois une partie de l'État avec des prérogatives d'État et puis en même temps une organisation chargée d'assurer certaines productions. Et bon, il y a un petit lien avec la question que je voulais poser. Moi, je considère qu'on fait partie d'un État qui a très clairement, et au-delà des gouvernements et des choix politiques, fait le choix de la construction européenne. Cette construction européenne, nous devons contribuer à la réussir. Et pour contribuer à la réussir, il faut justement éviter que des questions de ce type ne la perturbent profondément. Derrière, il y a un mot qui est très souvent employé et rarement appliqué dans la construction européenne, qui est le mot subsidiarité. Et dès qu'on touche à mon domaine d'action, aux questions d'environnement par exemple, aux questions de fiscalité autour des aéroports, eh bien assez rapidement, on arrive face à des problèmes très locaux sur lesquels les choix ne sont pas les mêmes selon les États, on n'a pas la même organisation politique dans tous les cas, on n'a pas les mêmes fondamentaux des structures fiscales, par exemple, et il n'est pas évident qu'il puisse y avoir une solution unique. Je trouve que dans nos différents domaines,
comme par ailleurs, après, on a apporté des sujets au niveau européen et on fait partie de ceux qui constituent la décision. Eh bien, il me semble qu'on a à réfléchir sur ce thème à chaque fois, donc à la fois une réflexion verticale, grand thème par grand thème, mais une réflexion aussi plus horizontale sur ce qui est subsidiaire et ce qui ne l'est pas, et comment on peut porter ces thèmes au niveau européen. Et j'aurais voulu savoir, au fond, comment réagissaient sur ce type de questions nos responsables de thèmes qui vont devoir pousser cette réflexion. Marie-Claire Dissler, Dominique Alvarez, Luc Lapen. Marie-Claire Dissler. Concernant l'accès aux aéroports, à mon sens, il va de soi que si on doit mettre en place une coordination des horaires, au sens européen du terme, on le fera. Je crois que notre travail au sein du groupe de travail, justement, sera de réfléchir à des petits amendements, à des petites manips qui permettent d'éviter cette coordination des horaires, qui est quand même extrêmement lourde, parce qu'elle doit se passer 6 mois à l'avance, etc. Alors qu'en pratique, parfois les problèmes se posent dans un délai très rapproché. Donc il faut pouvoir réagir vite et savoir comment on va réagir. Et actuellement, au niveau européen, il n'y a pas de solution. Peut-être que dans d'autres pays européens, localement, on a une certaine procédure qui pourrait être adaptée chez nous et qui nous arrangerait. Mais je veux dire qu'au niveau de la réglementation européenne, il y a un système qui, on le reconnaît, doit être trop lourd. Donc il ne s'agit pas de ne pas appliquer le règlement européen ou de le contourner, il s'agit d'être réactif. Et quand on sent qu'un problème va se poser dans un délai d'une journée, de 15 jours, d'un mois, il faut trouver des solutions pour éviter d'avoir beaucoup plus de demandes que d'offres sur l'aéroport. Donc il ne s'agit pas de contourner la réglementation, il ne s'agit pas de faire autre chose que ce que les règlements européens nous demandent de faire, il s'agit d'être réactif. C'est la réponse que vous attendiez? C'est un élément de la réponse? Oui? Vous voulez ajouter quelque chose, Dominique Alvarez? Oui, j'aurais voulu répondre plus spécifiquement à cette question en même temps que la question qu'avait posée M. Delrieux. En matière de projet européen, parce que je crois que là, il y a un véritable problème auquel on est quand même confronté, me semble-t-il, depuis un certain nombre d'années. La Commission, dans son livre blanc, avait bien laissé apparaître clairement qu'il était hors de question de contraindre les États à quoi que ce soit en matière d'organisation de l'exploitation des services de circulation aérienne. Ça, c'était bien clair dans le livre blanc. Et il n'y a rien au niveau de la Convention Eurocontrol qui implique quoi que ce soit dans ce domaine. Par contre, au niveau des projets communs et au niveau des projets que finance, des projets de recherche que finance la Commission, on peut avoir un certain nombre de difficultés à pouvoir présenter des solutions techniques françaises qui marcheraient dans un cadre qui serait... si le cadre actuel reste ce qu'il est, on pourrait peut-être avoir quelques difficultés. Et donc ce sujet-là, je pensais que mon groupe l'aborderait, étant donné que je ne sais pas à quel type de proposition on pourrait aboutir, et de toute façon, le comité de pilotage pourra toujours ne pas retenir les propositions qui seraient faites. D'accord. Oui, encore une question ici, s'il vous plaît. Et Denis Avril, jouer un rôle européen, c'est bien sûr être dans les instances européennes, essayer d'influer dans le sens où on veut et pour le bien de notre transport aérien, de notre industrie. Mais je pense que la DGAC possède d'autres leviers pour ça. Parce que la DGAC est aussi prestataire de services. Alors elle est bien sûr, la navigation aérienne, c'est évident. Mais je vais prendre un exemple. La DGAC, par un certain nombre de ses organismes, vend de la formation. Alors c'est le CEFA, c'est l'ENAC. Et je me demande si pour notre présence européenne, pour la promotion de notre technique, de nos manières de penser, et donc pour pouvoir influer plus, ces leviers, s'ils ne pouvaient pas être plus utilisés. Alors je
mets ça sur la table, je ne sais pas, ça ne part vraiment pas dans la mission d'un groupe de travail, mais peut-être qu'on pourrait penser à l'intégrer quelque part. Oui, petite réaction là-dessus, peut-être, Florence Rousse? Parce que vous êtes dedans tout le temps, dans ces problématiques-là. Donc, peut-être simplement pour mentionner que dans un autre groupe de travail donc, qui concerne la sécurité, sur comment la France peut être plus active ou au moins aussi active que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que je dois dire qu'elle l'est quand même beaucoup, justement, en matière de sécurité. En ce qui concerne le programme de sécurité de l'OACI, mais également les actions européennes en matière de sécurité, donc c'est le groupe qu'on a vu ce matin. Je pense que dans ce cadre-là, les actions de formation qu'on peut avoir, aussi bien au plan français qu'au plan européen, puisqu'il y a des structures européennes qui commencent à se mettre en place, je pense que ce sera un des volets, disons, significatifs de ce groupe. Bon, mais peut-être limité donc aux questions de sécurité, enfin, formation en matière de sécurité. Oui, plus de questions? Encore une ici, oui. Merci. Luc Angerand du SFACT. Ce matin, Joël André avait posé une question relative à l'absence du thème contrôle technique dans les groupes de travail sur la sécurité. Et Maxime Coffin lui avait répondu qu'il était vraisemblable que ça serait abordé par les groupes de travail sur l'Europe et en particulier sur l'EASA. Moi, j'ai l'impression que ce qui va être fait dans ces groupes de travail, c'est parler de politique à très long terme, et qu'en conséquence, ça ne répond pas à la question qui avait été soulevée ce matin par Joël André. Alors, je trouve que c'est un petit peu angoissant. Oui, rapidement, Luc Lapen. Oui, merci. Bon, tout d'abord, non, je ne crois pas que le groupe va parler de politique à long terme. Hein. Il va essayer de faire des propositions concrètes en termes, encore une fois, de méthodologie pour tout au moins les aspects construction de l'EASA et ensuite fonctionnement au sein de l'EASA et participation au sein de l'EASA. J'ai essayé tout à l'heure d'indiquer également qu'il y aurait un troisième objectif qui serait faire en sorte que la France soit reconnue et continue d'être pleinement reconnue en termes d'autorité nationale et que dans le cadre de cet objectif, on allait effectivement passer en revue l'existant. Et donc, c'est à mon avis par cet objectif-là que l'on pourra examiner la question qui avait été posée ce matin. Oui. Une autre question? Non. Oui, il y en a encore une. Oui, oui. Oui, Éric Bounot, responsable de la tutelle Air France et des compagnies basées outre-mer à la direction des transports aériens. On voit bien que l'Europe est omniprésente dans les missions de la DGAC. Le thème là, se focalise sur le rôle de la DGAC au sein de l'Europe, dans les différentes organisations, qu'elles soient communautaires ou qu'elles aillent au-delà de la communauté européenne. Pour autant, ne pourrait-on également aborder un thème transversal qui serait celui du rôle, on va dire, politique et pédagogique de la DGAC vis-à-vis de ses usagers et clients, vis-à-vis de ses concitoyens, pour faire passer l'idée que l'Europe a un rôle plutôt moteur dans la mise en place des différentes activités de transport aérien, de navigation aérienne. J'en veux pour preuve, là, lors d'une réunion très récente au SGCI, les services du Premier ministre ont souhaité faire passer le message qu'on devait mettre fin à une certaine dérive des services de l'administration et du politique en général, face à une situation délicate pour un service donné, qui finalement aurait du mal à assumer ses responsabilités, de faire passer une décision sous l'égide de la Commission. Dire que finalement la Commission, ça ne vient pas de nous, ça vient de la Commission, elle est la source de tous les maux. Donc les services du Premier ministre ont rappelé qu'il y avait maintenant une consigne très forte du ministère, du gouvernement, que les services d'administration doivent faire passer l'idée que l'administration assume entièrement finalement les directives communautaires et qu'on ait un relais et qu'on doit faire passer ce message de l'Europe vis-à-vis de nos usagers et clients, sachant que ce matin, le film, c'est très clairement, et ce projet stratégique se positionne très clairement également vis-à-vis des usagers et clients de la DGAC. Gérard Lehoux, c'est peut-être c'est un axe pour la communication externe. Enfin voilà, ça fait un sujet. Oui, il marche, oui. Je crois. Il marche, oui. Oui, il marche. Oui, je crois que l'un des thèmes suivants, disons, service aux passagers, répondra peut-être un petit peu mieux, disons, à cette question.
Il y a une volonté désormais en France, disons, de traiter le passager comme tel. On a essayé de mettre sur pied un COMUTA, comité des usagers du transport aérien, pour que le passager puisse s'exprimer. Il a encore du mal, au moins au niveau français. Il est sûr que ce genre de structure doit évoluer vers une définition plus européenne. Je pense que Michel Guyard pourra aborder le sujet un peu plus tard. D'accord. Moi, Florence Roux, je voudrais juste vous poser une question. Quand on regarde un peu la façon dont mais je me trompe peut-être, hein, quand on regarde la façon dont l'Europe est traitée, bon, sur scène, par exemple, ici, on a quand même affaire à des personnes qui sont plutôt dans des structures spécialisées, dans les questions qui sont posées sur l'Europe, dans la façon dont c'est traité, les gens qui en parlent, c'est plutôt l'encadrement supérieur. Est-ce que quand même, alors en dehors de tous les sujets dont on parle ici, est-ce qu'il y a quand même encore, ou est-ce que c'est fait, je ne sais pas, c'est votre constat, est-ce qu'il faut encore faire un peu la pédagogie de l'Europe? Parce que quelquefois, quand même, ça reste très jargonnant, très institutionnel. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit effort à faire dans ce domaine-là pour partager un peu plus les informations? Oui, je pense effectivement qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Je dois dire quand même, il faut dire que ça a beaucoup évolué. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que... Enfin, rester au discours il y a, je ne sais pas, 10 ans, je pense que maintenant, il y a énormément de gens dans l'administration de la DGAC qui se déplacent au moins une fois par semaine à Bruxelles ou dans d'autres capitales européennes, et pas forcément d'ailleurs dans le cadre communautaire, mais dans le cadre européen un peu différent, un peu plus large, mais néanmoins qui ont acquis une pratique des réunions internationales européennes, bon, et de naviguer, d'avoir des collègues. Ils ont des collègues avec qui ils communiquent par messagerie, vous voyez, donc il y a quand même, il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas, que la DGAC est ce qu'elle était il y a 10 ans dans ce domaine-là, hein. Mais néanmoins, il y a encore certes des efforts à faire, c'est certain. Oui, Gérard Lehoux. J'ai eu la chance de vivre dans un environnement européen, puisque pendant 5 ans, j'ai été secrétaire général du JA, et j'ai donc vécu au sein du bâtiment de la CA, l'administration anglaise. Je peux dire que, d'abord, c'est passionnant. Quand on est à une période où on est en train de créer quelque chose, où ce quelque chose n'est pas encore un machin, c'est une période passionnante. Je sais, pour y avoir participé, tout le poids qu'a pesé la France, disons, dans les diverses instances du JA. Je sais aussi toute la qualité que peut représenter, disons, l'ensemble des représentants français. Si je prends l'exemple d'un Claude Franzen, dans la création du JA, il a peut-être pesé pour 80% dans la jeunesse des idées du JA, dans la solution des problèmes, pour trouver des compromis. Donc il faut savoir que nous, en Europe, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'une manière concrète dans ce domaine européen, et qu'en plus, qu'on a beaucoup de chance, disons, de peser notre poids, parce qu'on a des gens de toute première qualité. Alors je sais qu'on a une culture, nous, un peu de techniciens, de scientifiques. On cherche un peu l'absolu. Et donc on n'ose pas s'exprimer tant qu'on ne court pas, par exemple, le 100 mètres en 10 secondes 5. Mais si le numéro 2 court en 12 secondes, on peut se présenter et faire la compétition. Et à mon avis, c'est ça le challenge d'aujourd'hui, c'est dire, bon, nous sommes un certain nombre d'États qui voulons faire une Europe ensemble, faisons-la, nous avons des atouts, on a aussi des faiblesses, hein, on parle un peu moins bien l'anglais que les Anglais en général, on ne sait pas toujours s'exprimer en public, on ne sait pas se valoriser, on est souvent un peu trop modeste, les Anglais le sont peut-être un petit peu moins, mais travaillons là-dessus et apprenons à conquérir notre part. J'avais envie de répondre un peu à ce que disait Danielle Benadon tout de suite, là, qu'est-ce que c'est que notre part? Alors elle a parlé effectivement du poids de l'industrie française, du poids des entreprises françaises. Je crois qu'en tant que DGAC, nous avons un devoir vis-à-vis de ces entreprises. Donc il faut que, entre nous, on se définisse quelle est notre part. Est-ce que c'est 30% de l'Europe? Comment allons-nous jouer cette part? Donc où, quand, qui? Est-ce qu'il vaut mieux une personne qui passe 15 ans dans une entreprise, à l'EASA par exemple, ou 3 personnes qui passent 5 ans? Donc là, il y a une question de gestion des carrières, donc on est revenu au problème précédent tout de suite. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des gens à l'EASA ou des gens de poids au sein du conseil d'administration? Tout ça, ce sont des questions que le groupe va aborder. Sinon, notre place, je dirais, il y a trois problèmes. Il y a un problème de périmètre respectif de la DGAC par rapport à l'Europe, notamment pour l'EASA où ça se crée. Ensuite, il y a, si je considère que l'Europe est un gâteau, donc quelle est la part du gâteau
que l'on obtient. Et il y a un objectif ultérieur qui est de faire de l'Europe un gâteau qui grossit, qui devient au moins aussi gros et aussi puissant que la FA. Et à mon avis, c'est aussi un challenge pour le futur. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ce discours de victoire, nous allons passer au thème suivant. Alors, je vous remercie. Florence Rousse, Gérard Lehoux, merci. Daniel Bénadon, merci. Et les 3 animateurs de thème, merci également. On va passer à la dernière table ronde sur le thème du service aux usagers. Et on va essayer de la faire tenir dans un temps assez bref, de façon à ne pas trop déborder. Alors, j'appelle Michel Guyard sur scène, qui est le directeur des transports aériens, qui va nous expliquer là aussi encore pourquoi cet axe mérite l'adjectif de stratégique. Et puis, je vais appeler pour le rejoindre. Alors, on regroupe en fait deux axes stratégiques. Il y a le développement du trafic aérien d'une part et le service rendu de l'autre. Alors j'appelle Serge Calec et Thierry Baumgart donc pour les 2 premiers thèmes développement du transport aérien, puis Jean-Christian Delaballe, Gérard Lefebvre, Martine Palis, Elisabeth Savary pour service rendu, et puis mes 3 témoins, Gilles Marchini, Jean-Yves Delay et Éric Cesboué. Voilà. Alors mes 3 témoins arrivent autour de moi. Voilà. Installez-vous. Alors Michel Guyard, je crois qu'on a 2 ou 3 images en introduction à votre... Non, on n'a pas récupéré quelques images de films. On y va directement? On peut y aller directement. Allons-y directement. Bien, oui, directement. Je pense que on tournait un peu autour du pot là depuis quelque temps sur cette notion d'usager de la DGAC. Ça a été évoqué ce matin, encore un peu plus cet après-midi, encore beaucoup plus par les quelques questions qui ont été posées tout à l'heure. Donc je crois que c'est le temps, c'est le moment de plonger en plein dans cette notion de l'usager de la DGAC, enfin de l'usager ou des usagers de la DGAC. Je sais que c'est une expression que notre directeur général n'aime pas beaucoup, je le comprends, mais je n'en connais pas d'autres. Donc, on va essayer de l'utiliser le mieux possible. Alors, je crois que tout ça montre que ce n'est pas un hasard si on arrive en fin de notre session d'aujourd'hui sur cette notion d'usager, car je crois qu'il est normal de reconnaître que pour une administration doublée d'un service public très spécialisé comme le nôtre, il est normal de reconnaître que la finalité de cette administration, de ce service public, c'est de satisfaire le besoin de ses usagers. Alors, c'est facile à dire, mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on s'aperçoit qu'il faut aller beaucoup plus loin et creuser un petit peu les choses. Alors, la première des choses à définir, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette notion d'usager concernant la DGAC. Et on s'aperçoit que, en fait, chacune des entités de la DGAC a ses propres usagers. Ça peut être pour l'un les compagnies aériennes, pour d'autres les pilotes, pour d'autres encore des gestionnaires d'aéroports, ça peut être des parachutistes ou des vélivoles, et ça peut être même pour certains services les propres agents de la DGAC, qui sont effectivement les usagers de ces services. Et puis ça peut être aussi, certains d'entre vous vont être peut-être étonnés, surpris, c'est aussi le ministre et son cabinet. C'est aussi les instances parlementaires qui sont, pour certains services de la DGAC, en particulier les services de l'administration centrale, un usager particulièrement exigeant et particulièrement prenant. Donc tout ça nous amène à une situation relativement complexe, où chacun peut trouver de quoi faire avec cette notion d'usager, mais si on en reste là, on va immanquablement vers le cloisonnement, c'est-à-dire chacun se satisfait de cette notion de ses propres usagers, ne va pas plus loin, et cette première façon d'aborder le problème des usagers nous amène en fin de compte à l'envers de l'objectif
qui nous rassemble ici, c'est-à-dire d'essayer de trouver les formules qui permettent d'améliorer la cohésion, l'efficacité de l'ensemble de la DGAC. Alors, aller plus loin, c'est quoi? Aller plus loin, en fin de compte, c'est d'essayer de définir pour la DGAC ses grandes missions et à partir de ces grandes missions, identifier les usagers qui vont correspondre à ces missions. Et donc à partir de là, on va trouver une formule horizontale qui va permettre de fédérer ou d'essayer de fédérer le plus possible l'action de l'ensemble des services de la DGAC. Je n'ai pas encore parlé du passager qui a été évoqué tout à l'heure. C'est pas un hasard parce qu'en fait le passager, nous sommes peu en contact avec lui. Le passager est un usager, on pourrait le qualifier d'un usager indirect. Mais si on creuse, on s'aperçoit que c'est un usager qui, en fin de compte, est fondamental et devient principal. En effet, toute l'action de la DGAC, ou une grande partie de l'action de la DGAC, ne tend-elle pas à mettre à la disposition d'usagers du transport aérien un système de transport aérien adapté, performant, sûr. Et je pense que dans cette formulation, tous les services de la DGAC peuvent se retrouver. Chacun participe à sa façon, dans sa spécialité, à la satisfaction de cet objectif et donc à rechercher la meilleure satisfaction de l'usager du transport aérien. Alors, cette notion de passager est particulièrement riche, surtout maintenant, dans un système de libéralisation du transport aérien que soulignait tout à l'heure Daniel Bénadon. Car cette libéralisation amène, et nous amène tous, à essayer à prendre en compte encore mieux et encore plus le besoin du passager, et peut-être par opposition aux besoins des passagers. Si je prends l'exemple de l'évolution que nous avons vécue dans le domaine du trafic intérieur, Air Inter a travaillé pendant longtemps de façon très efficace et l'entreprise Air Inter a développé tout un système de transport aérien intérieur qui répondait aux besoins de desserte de façon très positive pour l'ensemble de l'économie du pays. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'usager, le passager, était traité d'une façon collective, d'une façon uniforme, et que, dans cette optique, la qualité de service n'était pas considérée comme un objectif essentiel, même si cette qualité de service n'était pas ignorée. La libéralisation, maintenant, a complètement modifié la façon de traiter le passager. En effet, l'accent est mis maintenant sur la qualité de service, sur la nécessité de fournir un service de plus en plus personnalisé qui répond de mieux en mieux aux besoins individuels de chacun des passagers. Il faut effectivement pouvoir offrir aux passagers toute une gamme de possibilités, confort, prestations, tarifs, fréquences, qui permettent à l'usager de faire son choix et de trouver dans cette gamme ce qui lui convient le mieux. C'est donc une façon totalement différente d'envisager la notion de système de transport aérien que réclament nos usagers. Alors cette même libéralisation a créé des préoccupations nouvelles en matière de réalité de la concurrence, honnêteté de la compétition, qualité de l'information vers le passager, protection du consommateur. Et nous devons prendre en compte tous ces aspects. Et ce sont tous ces aspects qui vont orienter et qui doivent orienter notre action. Alors, il est vrai que le passager, si il est probablement l'usager final le plus important de notre action, la DGAC en a d'autres. Et il ne faut pas oublier que si ces autres existent, je prends l'exemple de l'utilisateur de l'aviation légère,
qui peut se sentir délaissé du soin qu'on apporte à tout ce qui est orienté vers le passager du transport aérien, cet utilisateur de l'aviation légère doit aussi, lui aussi, trouver sa place, même si, et c'est une difficulté de l'exercice, même si la satisfaction de ses besoins peut entrer parfois en conflit avec celle du passager. On pourrait d'ailleurs élargir cette réflexion d'autres missions qui sont données à la DGAC et qui nous permettent de définir des priorités dans le domaine de l'usager. J'ai parlé tout à l'heure de la finalité concernant le transport aérien, mettre en place un système de transport aérien adapté, sûr, efficace. Il y a plusieurs façons de le faire. N'a-t-on pas également une mission pour que ce système de transport aérien repose le plus possible sur des entreprises françaises? On pourrait imaginer un système de transport aérien qui repose sur des entreprises étrangères et qui pourrait très bien assurer le service. Mais le fait que ça repose sur des entreprises françaises a des conséquences considérables en matière d'emploi, en matière d'activité économique. Ça peut être aussi une des finalités de notre action. Et ce qui amène d'ailleurs, dans cette optique, à considérer que vis-à-vis de cet objectif, notre usager, entre guillemets, devient cette fois la compagnie aérienne française. Et sachant que nous risquons de tomber, là aussi, sur sur la même problématique que celle qui existe de conflit entre l'usager aviation générale et l'usager transport aérien, c'est qu'il peut y avoir un conflit entre les intérêts de l'usager passager et les intérêts de l'usager compagnie aérienne française, qu'il faudra gérer. Je m'arrêterai là sur cette problématique de l'usager pour conclure donc que l'objectif est de rendre bien évidemment le meilleur service à nos usagers, mais que ceci n'est pas simple, compte tenu des conflits d'intérêts que nous ressentons dans la définition des usagers prioritaires que nous devons servir. Mais soyons sûrs, de toute façon, que notre action, que l'action de la DGAC, son efficacité, sera jugée au degré de satisfaction ressenti par nos usagers. Et n'oublions pas aussi que ce degré de satisfaction sera fonction de la façon dont nous aurons pu communiquer, expliquer à nos usagers sur tous les problèmes qui les préoccupent. Donc c'est pour cela que 6 groupes sur ce thème vont en débattre et apporteront des réponses aux principales questions qui se posent. Merci. Très bien, nous y allons. Alors sur le premier axe, un développement du transport aérien. Alors sur le 3.1, alors il y a un premier thème qui est présenté et animé par Serge Kalec, qui est chargé de mission IEAC au SRH. Augmenter la capacité du contrôle aérien. Derrière tout ça, il y a les retards qui sont en jeu, j'imagine. C'est le gros sujet de votre thème. Oui, voilà. Alors bien évidemment, la capacité du contrôle aérien est au cœur du débat sur la qualité du service rendu à l'usager, et je dirais plus exactement aux passagers, en termes de ponctualité. On va donner 2 minutes pour présenter ce thème, et donc je me suis fixé 3 objectifs de communication. La première, c'est vous convaincre de la nécessité d'agir sur ce thème-là. Deuxièmement, clarifier l'objectif à atteindre. Et troisièmement, vous convaincre que cet objectif-là était atteignable. Alors, concernant la nécessité d'agir, je dirais 2 éléments de constat ont retenu mon attention quand j'ai été amené à plonger dans quelques chiffres. Premier élément de constat, c'est effectivement le taux de croissance du trafic qui est aujourd'hui autour de 8%, et dont tout ce qui a été dit ce matin montre qu'il ne descendra pas en dessous de 5%. Alors je dirais que ce taux de croissance, c'est quelque chose de bien, mais je l'ai rapproché par rapport à une autre donnée que j'ai trouvée donc dans un compte-rendu du SCTA qui fait état d'un ratio comme quoi 1% de croissance de trafic aérien génère 5% de délais supplémentaires à capacité constante, bien évidemment. Deuxième élément de constat, et là qui va rejoindre un petit peu l'image externe de la DGAC, c'est la part qu'occupe aujourd'hui la France
dans le domaine des délais ATC européens. Aujourd'hui, la France traite à peu près 25% du trafic européen, ce qui est assez comparable à ce que fait l'Allemagne et légèrement supérieur, mais du même ordre de grandeur que ce que fait l'Angleterre. En revanche, en termes de délais, nous générons aujourd'hui 26% des délais ATC, contre 13% pour l'Angleterre et largement moins de 10% pour l'Allemagne. J'ai vu un chiffre 5%, mais j'en suis pas sûr. Donc je pense que tout ça sont deux bonnes raisons et illustrent bien la nécessité d'agir sur ce thème-là. Alors deuxième objectif de communication, qui est l'objectif du projet lui-même, quel est l'objectif à atteindre? Je dirais que là, c'est la partie la plus simple de mon exposé, puisque on me demande, avec l'aide du groupe, de mettre en œuvre un plan de développement de capacité qui permet de descendre en dessous du seuil de 3 minutes de délai moyen par vol pendant les mois de pointe. Et je rappellerai qu'aujourd'hui, les mois de pointe, ça tourne autour de 4 minutes 5. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je dirais que 3 minutes, 4 minutes 5, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'on s'arrange pour avoir un taux de croissance de nos capacités qui est supérieur en fait au taux de croissance de la demande de trafic, ce qui est un défi très très important. Et ça nous renvoie bien évidemment à la troisième partie de l'exposé, c'est est-ce que c'est un objectif réaliste, est-ce qu'il est atteignable et est-ce qu'on n'est pas en train de naviguer en pleine utopie? Alors je dirais que sur ce plan-là, j'ai trouvé beaucoup moins de raisons, beaucoup moins d'éléments objectifs me permettant de vous rassurer sur ce plan-là, mais j'ai quand même trouvé trois bonnes raisons d'y croire. La première raison, c'est tout ce que j'ai entendu ce matin sur la technicité de la DGAC, et je pense que le groupe que j'ai le plaisir d'animer réunit un potentiel de matière grise qui fait qu'on devrait arriver à quelque chose. Deuxième élément, ce n'est pas un groupe, je dirais, homogène, c'est-à-dire qu'en fait, il réunit à la fois une diversité de compétences et une diversité d'expériences. Je pense qu'effectivement, la liste des participants est là, et là aussi, c'est une deuxième raison forte que j'ai d'y croire. Et enfin, dernière raison, et là je dirais peut-être un peu plus expérimentale, c'est l'opération qu'a menée Marc Ami et son service au CERN Sud-Est, où, d'après l'information que j'ai pu avoir, en préparation de cette réunion, je ne pourrais pas vous donner d'éléments chiffrés très précis, ont montré qu'ils étaient capables d'obtenir un taux de croissance de capacité assez impressionnant, et au prix, là aussi, d'après les informations que j'ai, d'une démarche très très originale dans ce centre. Donc, toutes ces trois raisons-là font que pour moi, on a toutes les possibilités d'atteindre l'objectif qui nous est assigné, de ramener le délai en dessous de 3 minutes par rapport aux 4 minutes 5 actuels. Merci. Voilà. Et voilà un animateur qui dynamise ses troupes avec l'exposé de toutes les matières grises qu'ils réunissent. Écoutez, franchement, ceux qui participent au groupe de Serge Calex, ils ne sont pas remontés, c'est que vraiment, je ne sais pas, ils dormaient ou ils étaient déjà sortis de la salle. 3.2, créer un observatoire reconnu du transport aérien, c'est Thierry Baumgart. Vous êtes chargé de mission auprès du sous-directeur des études économiques et du plan à la DTA. C'est ça le SDEP, Thierry Baumgart. Et donc, vous devez créer un observatoire reconnu du transport aérien. De recherche de transparence et de lisibilité, j'imagine. Bien, alors l'idée de créer un observatoire du transport aérien est partie du constat que le système d'information actuel sur le trafic aérien ne répondait pas pleinement aux attentes de nos partenaires, aussi bien internes qu'externes à la DGAC. Le principal constat, c'est celui du retard avec lequel les statistiques sont produites. C'est un retard qui est lié en partie à la recherche d'une fiabilité maximale, et pourtant cette fiabilité n'est pas toujours assurée dans un certain nombre de cas particuliers, comme les affrètements, les franchises, les vols en partage de code. Il y a également une absence de diffusion systématique des informations détenues dans la direction. Et puis, il y a également un certain nombre de données qui ne sont pas collectées du tout, comme celles sur l'origine et la destination réelle des passagers, étant donné que le système statistique actuel ne collecte que les données sur un vol donné et ne prend pas en compte les vols avec correspondance, les trajets avec correspondance. Donc, il est apparu de tout ceci
la nécessité de mettre sur pied un observatoire du transport aérien dont le contour sera précisé. Alors, il devrait bien entendu prendre en compte en premier lieu le transport aérien stricto sensu, c'est-à-dire le transport aérien commercial, mais il devrait sans doute être étendu à l'aviation générale, il devrait avoir une partie sur le trafic aéroportuaire, sans doute certaines données sur la navigation aérienne ou même la construction aéronautique civile. Alors, quels sont les objectifs de cet observatoire? C'est d'avoir une meilleure connaissance de l'état du transport aérien et de son environnement, avec une périodicité et une précision définies, avec une maîtrise des délais, et toutes ces données étant bien sûr adaptées aux besoins. Alors un observatoire performant et reconnu, ça implique de plus qu'il y ait une charte de qualité qui couvre toute la chaîne de traitement des données. Alors quels sont les types de données que l'on pourrait trouver dans un tel observatoire? Bon, ça sera bien sûr au groupe de les définir, mais donc on pense tout naturellement d'abord aux données de trafic, les statistiques, les données origine-destination dont j'ai parlé tout à l'heure, des prévisions de trafic également dans certains cas, ensuite des données sur les flottes des compagnies aériennes, et puis un certain nombre de données sur la qualité de service du transport aérien. Je pense en particulier à la ponctualité, la sécurité, mais il y a bien d'autres données que l'on pourrait classer sous cette rubrique. On pourrait également trouver dans cet observatoire des données à caractère économique sur l'environnement du transport aérien, sur les emplois générés, les retombées économiques d'une manière générale, des données sur les tarifs aériens, et puis également des données financières concernant les comptes des compagnies, les aides publiques ou les redevances aériennes. Alors, quelles sont les cibles visées par cet observatoire? Tout d'abord, des cibles internes, les différentes sous-directions de la DTA en premier lieu, ensuite tous les services de la DGAC, les aéroports bien sûr, mais aussi le ministère de l'Équipement, les compagnies aériennes, les passagers aériens, et puis les organismes internationaux avec lesquels nous sommes en relation dans le domaine statistique. Bon, je pense notamment à Eurostat ou l'OSI. Alors il faudra bien sûr définir quelles données devront être accessibles à quelles cibles, à la fois dans un souci de transparence maximale, mais tout en cherchant à préserver la confidentialité de certaines de ces données. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cet observatoire. D'accord. Bon, on passe au thème, à l'axe suivant en fait, hein, le service rendu. Alors, Jean-Christian Delaballe, donc vous êtes responsable du cabinet du directeur général. Alors là, le thème, il est en apparence comme ça très fermé, hein, puisque c'est le rôle de la DGAC auprès de l'aviation légère. Tout à fait. Le thème du groupe me fait penser à ce titre d'un vieux film anglais, Ces merveilleux fous volants et leurs drôles de machines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la pure ironie de ma part. La DGAC est, semble-t-il, et il y a un fondement à cela, considérée plutôt, les usagers de l'aviation légère, les pratiquants de l'aviation légère, et Dieu sait si ça représente du monde, je crois qu'il y a plus de 150 000 pratiquants en France, considèrent que la DGAC les regarde un petit peu comme des fous volants. Considèrent que ce sont des empêcheurs de laisser voler tranquilles les gens sérieux, c'est-à-dire les compagnies aériennes. Alors c'est caricatural bien sûr, mais c'est pour situer un petit peu le débat. Le débat, c'est l'image pas bonne que la DGAC a vis-à-vis de ces usagers qui sont
nombreux, qui sont très dispersés sur le territoire, qui contribuent à l'aménager d'une certaine manière, par les aéroclubs, par leur dynamisme, par leur passion. Alors, nous voudrions réfléchir à deux questions, bien sûr. Pourquoi ce déficit d'image? Et le pourquoi nous amènera, bien sûr, à établir un diagnostic, à mettre à plat les problèmes. Nous avons des pistes. Bon, il est certain que, c'est vrai, la DGAC, on a dit, c'est une grosse administration. Elle est peut-être plus orientée vers une réglementation et une réglementation à l'usage des transports de passagers, des transports réguliers, et peut-être moins adaptée à ces aimables amateurs que sont les passionnés de l'aviation légère. Autrement dit, on nous reproche peut-être d'être un peu trop gendarmes, contrôleurs, et pas assez conseillers. Encore que nous le sommes aussi, d'une certaine manière, conseillers. Mais je pensais, par exemple, une image, c'est bien une image, dans le film ce matin, on nous disait, en Angleterre, un petit avion léger se pose comme il veut dans un champ. C'est inimaginable en France. Bon, voilà, peut-être on nous dit, vous êtes trop gendarmes, vous réglementez à l'excès, vous nous bridez d'une façon que nous ne méritons pas. Alors, il y a certainement un moyen terme à trouver dans tout cela. C'est la réflexion que nous allons entreprendre. Le pourquoi d'abord, peut-être avec une enquête auprès des usagers, ce serait la meilleure manière. Cela dit, en passant, ils sont nombreux, ils sont divers, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations. Ce ne sera pas très, très facile à cerner. Et puis, ensuite, le comment, bien sûr. Alors, le comment, eh bien, ça, c'est le vif du sujet, c'est le cœur du sujet. Nous allons voir un petit peu comment améliorer notre image, c'est-à-dire peut-être mieux coordonner nos tâches, mieux les adapter aux attentes de l'aviation légère, mieux communiquer avec elle, parce que sur le terrain, bon, le message n'est peut-être pas toujours clair. Encore une fois, la dualité du gendarme et du conseiller. Voilà, résumé un petit peu les objectifs que nous nous assignons dans les quelques mois qui viennent. C'est une tâche passionnante. Nous avons affaire à difficile. Nous avons affaire à des gens passionnés. D'accord, merci Jean-Christian Delaballe. Alors le thème suivant, c'est le 5.2, hein, c'est donc développer la transparence sur les charges et les financements. Et il est présenté par Gérard Lefebvre, qui est chef du CEFA. Oui, alors ce groupe de travail va se préoccuper de l'usager qui paye et de l'usager qui vote notre budget. Il eût été étonnant, je crois, que ce thème-là ne figure pas dans ce plan stratégique parce qu'il fait un petit peu l'actualité, il a fait l'actualité ces dernières années. Alors, en toile de fond, il y a un espèce de paradoxe qui tient lieu au fait que pour un service de l'État, la DGAC a fait de gros efforts dans le domaine de la connaissance de ses coûts de revient. Mais face à ce niveau de connaissance qu'on pourrait qualifier de bon par rapport à d'autres services de l'État, eh bien, ça n'empêche pas certains de nos usagers de nous emmener sur des terrains où on ne veut pas aller. Et je ne rappellerai pas nos aventures avec le Conseil d'État, avec le Conseil constitutionnel et d'autres instances de ce genre. Alors pour ce groupe de travail, deux axes de travail importants. Le premier axe découle de l'idée que, avant de prétendre à un objectif de transparence externe, il faut que l'on soit donc irréprochable sur la transparence interne. Donc on va essayer de travailler sur notre transparence interne et, en d'autres termes, la place de la comptabilité analytique à la DGAC. Alors aujourd'hui, à la DGAC, on doit constater que cette comptabilité analytique n'est pas un outil de gestion. Ce n'est pas vraiment un mode de dialogue entre les services centraux et les unités opérationnelles. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à regarder et beaucoup de réflexions à entreprendre. Le deuxième axe fort pour ce groupe de travail tient à nos modes de financement. Dès lors qu'on est dans l'Europe avec une
politique de marché unique, hein, qui est un concept fort de l'Europe. On doit très vite parler d'harmonisation de règles techniques, de règles juridiques et de règles fiscales. Et en France, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un espèce de système de taxes et de redevances qui est un système très franco-français. Et même en France, c'est un système qui n'est pas très bien installé, qui est un peu flottant. Et on doit s'attendre sur les prestations que nous délivrons à une certaine convergence. Alors cette convergence, elle est de fait obtenue pour la navigation aérienne, mais il y a d'autres prestations de la DGAC où on doit s'attendre à une certaine convergence. C'est le cas notamment du contrôle technique et donc le groupe 5.2 que j'anime aura sans doute des connexions avec le dossier EASA. Et voilà, donc les deux axes forts de ce groupe de travail. D'accord. Martine Palis, alors c'est le groupe 5.3, améliorer l'information des passagers. Martine Palis, vous occupez du domaine de la réglementation au SBA, hein, c'est ça, dans la sous-direction d'Alain Coupez. Alors, joli thème que celui-là, hein, sur l'amélioration de l'information des passagers. Oui, allez-y. Tout à fait. Un thème d'autant plus motivant que nous travaillons tous un peu pour nous-mêmes également. Donc, dans le contexte que nous avons évoqué tout au long de la journée, qui est celui de la libéralisation du transport aérien, et face aux compagnies qui se livrent une concurrence de plus en plus ardue, c'est vrai que le passager se trouve souvent un peu désarmé par défaut d'informations et notamment d'informations fiables sur les vols. Cela se traduit notamment au cours de ces nombreuses revendications qu'il exprime à la DTA. Et pour cela, le groupe de travail va travailler sur deux objectifs. Le premier qui consiste à définir les types d'informations qui sont vraiment nécessaires aux passagers et ensuite examiner, bien sûr, à partir du bilan de ce qui se fait déjà, les moyens réglementaires que la DGAC devra mettre en œuvre pour contribuer à améliorer et lui apporter cette information. Alors, ce sont bien sûr les informations qu'il doit avoir en amont de son choix qu'il va faire, du choix de vol qu'il va faire, c'est-à-dire au moment où il s'inscrit, soit au niveau d'une agence de voyage, au niveau d'une compagnie aérienne. Et on a évoqué ce matin les accords entre les compagnies aériennes. Je crois qu'il sera normal que le passager sache vraiment quelle sera la compagnie qui va le transporter. Il doit également avoir un certain nombre d'informations sur le billet qu'il détient. Et là, la particularité va résider notamment dans le devoir que nous avons d'intégrer l'évolution des systèmes de commercialisation, étant donné qu'il y a une évolution de plus en plus forte vers la notion de billet virtuel. Et enfin, les aérogares deviennent de plus en plus importantes et il faut aussi qu'il y ait un certain nombre d'informations au niveau de l'accès à l'aérogare, dans l'aérogare et enfin sur les modifications juste avant et pendant le vol, sur les modifications des conditions de vol, les retards bien sûr. Alors enfin se pose aussi la question du contrôle de cette information qui est donnée aux passagers, puisqu'actuellement on a repéré déjà qu'aucun contrôle n'avait lieu de l'information qui était donnée. Le deuxième objectif est plus tourné vers les compagnies. Il consiste à rechercher les moyens d'incitation des transporteurs à améliorer leur qualité de service par l'information des passagers. Ou en fait, comment les entreprises peuvent-elles tirer profit de cette information qu'elles vont donner aux passagers. Et là, pour l'instant, c'est un sujet qui est un peu plus vierge apparemment, et nous allons sûrement nous projeter pas mal dans les exemples étrangers pour essayer de voir ce qui peut être transposé au niveau français ou au niveau européen.
Merci Martine Palis. Le dernier, alors le 5.4, évaluation des performances des aéroports en matière de coûts de fonctionnement et d'investissement. Il s'agit de les comparer et puis d'avoir des éléments de comparaison précis. Alors c'est animé par Elisabeth Savary, qui est chargée des études prospectives et stratégiques à la direction des transports aériens. Et c'est dans la sous-direction de Jean-Luc Lesage. Il y a un gros essai de définition, là, une petite clarification, si j'ai bien compris. Oui, merci beaucoup. C'est une approche en fait, qui est l'objectif en fait, qui est donné au groupe est très complexe. Pour ne rien vous cacher, à l'origine, le titre de cet axe s'appelait Benchmarking des aéroports, que l'on traduit en français par mener une référentialité. Donc nous allons faire une référentialité au sein de ce groupe, donc, ce qui exprime effectivement donc, la facilité de l'objectif que nous avons à atteindre. Alors, le problème est le suivant, c'est que les services de la DGAC sont de plus en plus fréquemment confrontés à des articles de presse, à des conclusions d'études qui affirment que la compétitivité de nos aéroports français ne serait pas très performante par rapport à celle de nos homologues européens, voire nord-américains. Alors, on comprend très bien la portée de telles affirmations, dans la mesure où les usagers, donc les compagnies aériennes, sont quand même très attentives à acquérir une meilleure compétitivité par rapport à leurs homologues. Et puis, on comprend très bien également la portée de telles affirmations quand on sait la concurrence que se livrent les grandes plateformes européennes pour justement attirer ces compagnies donc, sur leur plateforme. Donc c'est là un sujet complexe et c'est ça en fait un petit peu l'objectif du groupe, c'est donc de pouvoir apporter des réponses à ces affirmations. Or, actuellement, nous disposons bien évidemment d'études, de matériel qui permettent d'apporter des réponses, mais ce sont des réponses qui ne sont que partielles. C'est-à-dire que dans les études qui sont menées actuellement, et d'ailleurs sur lesquelles se basent en fait les affirmations, ce sont des études qui comparent les prix. Par exemple, on va comparer donc le prix d'une touchée pour un type d'avion sur différents aéroports européens, aussi sur différents aéroports américains, et à partir de ces comparaisons que l'on dit que nos aéroports sont moins compétitifs que les autres. Il est bien évident qu'une telle comparaison n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas essentiellement comparer des niveaux de prix et affirmer, et à partir de là, donc, en déduire des conclusions qui sont certainement inexactes. L'objectif du groupe est donc de définir une méthodologie qui permette, à partir d'une compréhension de la différence de ces coûts en matière aéroportuaire, qui permette donc d'identifier les causes et de bâtir des indicateurs de performance de nos aéroports qui permettent donc de comparer des éléments comparables. Alors, c'est quelque chose qui semble facile de mener une comparaison, mais c'est complexe dans la mesure où on va devoir comparer non pas des prix, mais des systèmes. Sachant que le fonctionnement des aéroports dans chacun des pays européens est très différent, ne serait-ce qu'en termes de champ d'intervention de l'État, ne serait-ce qu'en termes de politique fiscale, de politique en matière de subventions, et ce sont tous ces éléments-là que l'on va devoir identifier. Concrètement, donc, on va essayer d'élaborer donc cette méthodologie, mais également, et ça c'est le complément que l'on a en fait à mener, enfin à traiter, c'est que l'on va devoir également mener une étude de faisabilité très rapidement dans le temps qui nous est donné pour tester la pertinence de cette méthodologie. Et pour que dans un futur qui sera plus ou moins proche, cette méthodologie donc, puisse être validée et ensuite appliquée et permettre donc, à terme d'améliorer la performance donc, de nos aéroports. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Gilles Marchini, alors, est-ce que justement dans les services rendus aux usagers, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion en général sur le système des redevances qui s'impose et puis comment est-ce qu'on peut la mener? Oui, alors j'aurais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant au sujet de la référentialité pour indiquer qu'il y a un rapport tout à fait étroit entre le contrôle de gestion, en d'autres termes la comptabilité analytique, et la tarification. Et il est intéressant de savoir combien l'on coûte, mais en fait ceci prend un enjeu précis lorsque ce coût aboutit à une tarification, et autant que possible à une tarification concertée
avec les usagers au plan français et au plan européen. On a dit tout à l'heure que c'était fait dans le domaine de la navigation aérienne. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de dire avec assurance que notre organisation est compétitive, puisque pour la prestation principale, qui est la prestation en route, nous sommes plutôt moins chers que nos principaux compétiteurs. Donc ceci est un point tout à fait important. Mais nous savons que cette référentialité, elle n'est pas encore acquise dans d'autres secteurs importants qui vont s'européaniser. On a parlé tout à l'heure de l'EASA. Donc dans les réflexions de ce groupe, l'extension peut-être de l'expérience européenne que nous avons en matière de navigation aérienne à d'autres secteurs de l'aviation civile sera certainement une priorité. D'accord. Jean-Yves Delay, est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même peut-être aussi dans certains cas à nuancer tout ce qu'on peut dire sur la qualité de service réel telle qu'elle est ressentie par les usagers, alors disons les utilisateurs aujourd'hui, vous qui êtes un spécialiste du contrôle du trafic justement. Du point de vue de la navigation aérienne et du contrôle du trafic aérien, nuancer, je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais, mais au moins mettre en perspective. En effet, je crois qu'on ne rappellera jamais assez que notre premier devoir en termes de qualité aux usagers, c'est la sécurité. Alors ça a été abondamment évoqué aujourd'hui. De ce point de vue, je n'ai pas de difficulté. Encore que ce matin, j'ai eu une inquiétude. Le film n'en parlait qu'une seule fois, et encore à travers les propos de quelqu'un d'Air France. Récemment, l'IATA disait à Eurocontrol dans un document que la sécurité n'est pas un problème en Europe. Tant mieux, mais je crois qu'il faut garder à l'esprit que ça ne se fait pas tout seul. Il faut des hommes et des femmes dans les services techniques, dans les salles de contrôle, bien formés, dotés de moyens techniques adéquats. Tout ceci a un prix. Et ça peut également avoir un prix en termes de retard. Il faut le savoir, à certains moments, quelques retards sont le prix à payer pour avoir une sécurité convenable et bonne, même, puisque l'ambition, ce n'est pas seulement d'être convenable. Alors, pour autant, la sécurité ne doit pas nous conduire, bien évidemment, à masquer le fait qu'il y a des retards et que des progrès tout à fait significatifs, comme l'a dit Serge Calec, sont possibles en matière de retard. Néanmoins, là aussi, je pense qu'il faut se mettre en perspective en se souvenant que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a des usagers aériens, des compagnies, dont le comportement peut nous surprendre, telle compagnie qui voudrait faire un hub pendant 50 minutes sur un terrain non équipé peut nous causer de grandes difficultés, jusqu'où faut-il investir pour lui rendre son service. Et enfin, nous ne sommes pas seuls parce que nous avons des voisins. Plus de la moitié des vols français franchissent les frontières. Le comportement de nos voisins influe sur notre qualité de service et réciproquement. Et donc là aussi, c'est un thème qui a été abondamment couvert aujourd'hui, mais la concertation avec les voisins européens est quelque chose de tout à fait essentiel. Très bien, merci. Éric Cesbeau, une dernière question. Est-ce que les démarches qualité pour essayer d'améliorer la qualité de service aux usagers, est-ce que ce ne sont pas des démarches quelquefois un peu trop lourdes? Est-ce que dans certains cas, il ne faut mieux pas y aller d'une façon un peu plus progressive, en commencer par des chartes ou des bouts de démarche tout simplement, et pas vouloir être maximaliste dès le début? Oui, encore qu'il faille être ambitieux. On a beaucoup parlé de qualité aujourd'hui, à juste titre, je crois. Il a été fait état tout à l'heure de démarche qualité au sens ISO, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose de très lourd à mettre en place, de très lourd à gérer une fois que c'est mis en place. Et puis, je ne suis pas certain que cela s'applique toujours très bien au contexte d'une administration et d'un service public. Ceci dit, l'esprit qualité, si j'ose dire, la démarche qualité en ce sens, doit toujours nous animer. Et dans le domaine du service aux usagers, je crois que c'est ce qui doit primer. J'aime bien cette expression de service aux usagers, ou aux clients d'ailleurs, parce qu'il y a les deux termes qui me semblent fondamentaux. Celui de service, et cela sous-entend, bien entendu, une démarche, une relation client-fournisseur, mais à la différence peut-être d'une démarche purement commerciale, comme on en retrouve dans les entreprises, ici, nous sommes dans un service public, encore une fois, avec tout ce que cela suppose comme suggestion, comme contrainte, comme devoir aussi. Et puis, il y a le mot usager. Et une des particularités de la DGAC, c'est que, cela a été dit tout à l'heure par M. Guyard,
nous ne sommes pas, sauf dans des cas très rares, en contact direct avec le client final qu'est le passager aérien. Il y a effectivement que dans le cadre de l'aviation légère où les contacts peuvent être plus directs avec les pilotes privés. C'est une différence par rapport à d'autres administrations, je pense en particulier aux administrations locales, où j'ai eu l'occasion de servir pendant pas mal de temps, où l'usager qui est en fait administré est présent au quotidien et de ce fait crée une pression beaucoup plus forte sur la qualité du service qu'on est amené à lui rendre. Alors cette situation propre à la DGAC, elle est par certains côtés un atout. Ça nous permet d'avoir un certain recul par rapport au quotidien. L'usager a toujours une exigence de satisfaction du service immédiate. Ça nous permet donc d'engager des politiques à moyen ou long terme, mais ça peut être aussi un handicap, puisqu'il n'y a pas ces relations directes, ces communications directes. Donc, dans un sens, la bonne compréhension des attentes du client, et dans l'autre sens, une bonne connaissance et surtout faire reconnaître notre action auprès de ce client final. Vous avez évoqué, je crois, le terme de charte de qualité. Oui. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la notion de charte de qualité, mais récemment dans un autre contexte. Mais je crois aussi que c'est une démarche qui pourrait s'appliquer ici, et c'est peut-être une suggestion qu'on pourrait faire, c'est que le groupe puisse établir une charte de qualité du service rendu aux usagers, une charte qui serait conçue comme un véritable vade-mecum des relations avec ses clients directs ou indirects, et en vue d'améliorer la qualité qui doit toujours sous-tendre nos actions. Oui, puis la charte, c'est un beau symbole. En principe, c'est un document co-signé. Donc, c'est un document collectif, c'est un accord. Voilà, ça rentre bien dans l'esprit aussi du plan stratégique. Alors, vous avez vu, je n'ai pris aucune question dans la salle. Je n'en prendrai pas parce que vraiment, là, on est à la limite absolue du temps imparti. Mais je ne me sens pas trop coupable puisque nous vous avons dit ce matin qu'on récupérerait les questions, qu'elles seraient traitées d'une autre manière dans la lettre d'information du plan stratégique. Donc, je vous remercie de nous avoir présenté ce thème. Et puis, je vais demander à Jean-Paul Troadec et à Pierre Graff de me rejoindre pour la séquence finale et pour les conclusions de cette journée. Messieurs, merci. Merci Michel Guyard. Merci à toute l'équipe de ce thème service aux usagers. Merci les témoins. Voilà, un peu d'applaudissements. Et puis, je demande à Pierre Graff de venir, Jean-Paul Troadec. Voilà, on se retrouve. Jean-Paul Troadec, vous aviez quelques éléments d'information à nous donner rapidement, en particulier sur la communication que vous ne nous aviez pas donnée tout à l'heure. On peut en dire un mot sur le suivi? Oui, oui, les dates clés, on les a vues en partie tout à l'heure. Voilà, donc très rapidement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'ici la fin de l'année, les groupes vont se réunir, formuler des diagnostics et ils seront examinés au cours d'un comité directeur. Ensuite, au début de l'année prochaine, ces groupes élaboreront des propositions et là également, elles seront évaluées et validées lors de réunions du comité directeur. Et c'est finalement au printemps de l'année prochaine et ensuite au mois de mai que nous ferons une nouvelle journée d'information pour valider ces propositions et finalement lancer le plan de mise en œuvre en juillet. Alors un point peut-être sur la communication de ce projet, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Bien entendu, ce projet va s'accompagner d'actions de communication importantes, communication interne tout d'abord. Un journal du projet va être publié et diffusé à 2000 exemplaires, je crois. Donc c'est un document qui sera destiné à l'ensemble des personnels de la DGAC et je compte sur les services pour le diffuser. Le premier numéro sera publié, je pense, assez rapidement après cette journée. J'organiserai des réunions d'information dans les services, donc ce sera une occasion de communiquer également directement avec les gens. Et enfin, ce projet sera évoqué dans les différentes instances de concertation de cette maison. En externe, nous communiquerons également sur le projet, un certain nombre d'actions ciblées
auprès de nos partenaires. On a beaucoup parlé aujourd'hui des usagers. Eh bien, il faudra qu'on aille voir nos partenaires pour leur expliquer ce qu'est ce projet et recueillir leurs attentes. Également différents articles de presse. Alors la communication, bien entendu, ce n'est pas seulement l'affaire du chef de projet, du directeur de projet, c'est également celle de la sous-direction de la communication avec laquelle nous travaillerons d'une façon étroitement coordonnée. Alors maintenant, nous allons distribuer les rôles. Aux responsables de service tout d'abord, il faudra que vous diffusiez les informations relatives au projet. Nous vous donnerons des matériaux, notamment la lettre du projet et aussi tout ce qui a pu être distribué aujourd'hui. Nous comptons sur vous pour organiser des réunions régulières à chaque grande étape du projet notamment, et pour en discuter lors des réunions de service et par exemple en étudiant les différentes propositions qui auront été réalisées dans le cadre des groupes. Les animateurs de groupe, bien entendu, on va commencer à se réunir prochainement pour créer une dynamique de groupe, informer les autres acteurs du projet et exploiter au mieux les synergies entre les membres du groupe. Les membres du groupe, quant à eux, bien entendu, nous ferons bénéficier de leur expertise. Nous ferons preuve également de créativité et de réalisme. Bien entendu, tout ceci doit être fait pour être mis en œuvre, donc il faut rester réaliste. Et enfin, seront amenés à approfondir certains sujets en dehors des réunions. Le projet ne s'élaborera pas que pendant les réunions. Et enfin, moi-même, mon travail, ça sera d'apporter un appui logistique et un soutien au groupe, d'assurer la cohérence des travaux, d'informer et de coordonner les différents acteurs du projet au fil de son avancement, et enfin de préparer les grandes étapes du projet. Et à tous, je souhaite bon courage. Très bien, merci Jean-Paul Troadec. Bon, j'espère que vous avez pu récupérer tout au long de la journée plein d'informations. Vous avez vu qu'ils ont tous été très brillants, très précis sur les objectifs qu'ils avaient à atteindre. La lettre, on est bien d'accord, elle est bien diffusée à tous ceux, en particulier tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui n'ont pas eu toutes les informations, qui n'ont pas pu bénéficier de tous les oui, bien sûr, elle sera et puis les questions aussi auxquelles vous répondrez dedans. Donc c'est un document un peu interactif. Alors Pierre Graff, ce matin, donc on a vu un certain nombre de choses ensemble. Vous avez défini ce que vous souhaitiez faire avec ce plan stratégique, les raisons pour lesquelles vous l'aviez lancé, comment vous l'aviez lancé. Alors maintenant, vous avez assisté à toute cette journée, vous avez vu les échanges. Alors il y aurait pu en avoir plus, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de questions et que de ce point de vue-là, on a pu voir un certain nombre de réactions, un certain nombre d'enseignements. Il est temps de conclure, il est temps de le lancer vraiment, en fait, ce plan stratégique, c'est-à-dire de le lancer, de le lancer dans la salle, de vous le lancer, et puis peut-être de le laisser vivre tout simplement pendant quelques mois, sous l'autorité, bien sûr, de Jean-Paul Troadec. Ce que je vous propose, c'est que nous vous laissions maintenant, Jean-Paul Troadec et moi-même, dire avec vos mots et avec votre manière de le dire toute la confiance que vous mettez dans la vertu du travail collectif et puis ce que vous attendez de vos équipes. C'est le moment de la harangue, Monsieur Graff. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à votre demande. J'ai juste une autorisation à vous demander. Oui, c'est de nous quitter. Je n'aime pas être assis absolument, sur votre truc. Je vous comprends très bien. Merci. Voilà. Monsieur Pierre Graff,